Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 47. Et, oh merveille, nous continuerons notre quête de gens heureux qui ont aussi des histoires. Aujourd'hui, nous sommes à Verneuil-sur-Seine, en région parisienne, et nous allons partager un moment avec Clotilde Noël. Merci Clotilde d'être là et nous allons, j'en suis sûre, transformer les clichés sur le handicap en bulles de bonheur. Nous sommes vraiment heureux de ce partage. Clotilde, vous avez 6 enfants et un jour, vous avez décidé, en accord avec vos autres enfants, d'adopter une petite Marie porteuse d'une particularité. Marie intègre votre famille, accompagnée de son petit chromosome supplémentaire. Vous décidez, Clotilde, d'écrire leur histoire, votre parcours du combattant, de parents adoptants, et Tomber du nid sort en 2015. Ce livre rencontre un immense succès et se crée sur les réseaux sociaux une grande chaîne de familles titillées par ce choix particulier. Que de bulles de bonheur dans cette famille. Mais vous vous arrêtez pas là, Clotilde. Vous reprenez la plume et vous écrivez Petit à petit en 2016, qui raconte les réactions de vos autres enfants face à l'arrivée de Marie. Puis, vous écrivez Risquer l'infini en 2019. Et comme le bonheur s'accroît en donnant, votre famille décide de s'agrandir encore avec l'arrivée de Marie Garance, tellement mignonne, qui est porteuse elle aussi d'un handicap, puis de Fredo, qui est enrichi lui aussi d'un je ne sais petit quoi qui donne une pêche d'enfer. Votre mot d'ordre, pas d'angoisse sur ce qui pourrait être votre vie. Vous avez confiance. Vous êtes le porte-parole de l'intégration sociale des personnes handicapées et nous partageons tellement cette valeur. Et à notre petite mesure, nous multiplions nos actions avec notre jeu 2 minutes ensemble afin de lutter contre l'isolement et permettre à tous de créer des liens de qualité pour vivre des bulles de bonheur. Voilà. Le podcast Bulle de Bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes. Allez, je change de regard. Alors Clotilde, notre première question. Dites-moi, qu'est-ce qui vous rend heureuse dans la nature ? Alors, ce que j'aime particulièrement, c'est les changements de saison. Je me rends compte que ça a un impact en fait sur mon psychisme. Et puis, je trouve que ce cycle en fait des saisons qui changent montre aussi le renouvellement qu'on peut avoir et notre capacité à nous adapter. Et ça, vraiment, l'adaptabilité, finalement, c'est ce que j'ai éprouvé. Et c'est ce dont je me suis rendu compte qu'était notre grande force de la nature humaine. Ces saisons qui arrivent les unes après les autres, où on s'habille même différemment, on se comporte différemment, on mange différemment, et on s'adapte à chaque fois pour arriver à mieux résister, on va dire, à notre milieu. Au moment où soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid. Et j'aime, en fait, ce changement. Je trouve ça très poétique et ça nous inspire aussi des choses très différentes à chaque fois. Dans notre quotidien, dans nos envies de lecture ou nos envies de sport, ça nous inspire en fait. Et donc je trouve que c'est quelque chose qui a été merveilleusement bien fait pour nous apprendre à nous renouveler finalement. Tout à fait. Et il y a le côté aussi, oui, il y a une nature qui change et aussi c'est aussi une forme de rythme. Voilà, exactement. Donc en fait il y a les deux, à la fois le rythme qui rassure et le côté du changement qui fait qu'on se renouvelle. Donc il y a quelque chose de très beau autour de ces changements. Moi, j'ai découvert Christiane Singer il y a peu de temps et je suis très heureuse de l'avoir découverte. Et justement, elle dit dans un de ses livres que la vie est faite de métamorphoses. Et ça m'a énormément parlé. Alors, je pense que de toute façon, rien n'est hasard. Et finalement, j'ai découvert Christiane Singer peut-être au moment où moi-même j'étais plus audible à ce qu'elle pouvait écrire. Et donc, ça m'a énormément fait résonance, toutes les choses qu'elle pouvait dire, alors que clairement, elle n'aborde pas le handicap au sens propre du terme. Mais on se rend compte finalement que dans la vie, quand on ouvre des vannes sur certaines choses, les réflexions des uns et des autres se retrouvent. Et elle, justement, elle a ouvert, elle a essayé justement de chercher ce bonheur, de le fouiner, et donc on se rejoint sur certaines choses. Et cette phrase, la vie est faite de métamorphoses, je la trouve moi personnellement elle me fait un très bel écho et je pense que quand on est dans cette dynamique là on ne peut qu'être heureux, que sans doute que si j'avais pas mes derniers enfants différents, malades dans les bras, j'aurais peut-être pas compris, ça aurait peut-être été quelque chose sur lequel j'aurais glissé, alors que là ça m'a interpellée cette phrase, je l'ai trouvée magnifique. Oui, c'était exactement la question que j'allais vous poser. Est-ce que l'accueil de vos 3 enfants différents vient
touché quelque chose autour de ce renouvellement Ah oui, en fait, énormément. C'est ça, en fait, le handicap, bien sûr que c'est dur, mais c'est une force aussi parce que on est obligé de se renouveler, d'être adaptable. Moi, je dis quelquefois, on est obligé d'être comme une forme de pâte à modeler. Il faut qu'on absorbe, en fait, tout le temps des imprévus. On peut mettre 1 an à chercher une structure, à partir sur un projet, et en 1 semaine, ça peut tout s'écrouler. Il faut en permanence rebondir, avoir un espèce de ressort en soi. Mais d'un côté, ce ressort-là, c'est pas forcément facile. Il y a des jours où on se dit que le ressort il va casser, mais ce ressort, on peut après le mettre, on peut l'utiliser aussi pour toutes nos relations à la vie. En fait, c'est comme une école de vie, moi je trouve. Donc bien sûr que c'est un renouvellement perpétuel. Il faut toujours accepter l'imprévu et puis garder la foi en se disant derrière une difficulté. J'écrivais la dernière fois que derrière chaque caillou, en fait, il y a un message, il y a quelque chose. Il y a des moments où, franchement, moi, en septembre, ça a été très, très difficile de trouver des structures pour chacun. D'ailleurs, il y en a qu'on n'en a toujours pas. Et je me suis dit, mais en fait, on a tendance à regarder nos pieds toujours quand on avance. Et en fait, il faut se dire, oui, aujourd'hui, on voit pas de solution forcément, mais demain, ça sera demain. Il y a des jours où vraiment je suis fatiguée, je me dis, ne réfléchis pas, va te reposer et demain, on aura, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, j'ai des idées qui m'amènent à aller fouiller ou à appeler une personne. Ça, je trouve que la vie nous enseigne, en fait. Et ça, j'ai trouvé que c'était fantastique. Quelquefois, j'étais vraiment face à des situations où je me disais, mais là, vraiment, j'ai beau avoir de l'énergie, ça, je ne sais pas comment je vais faire. Et je me disais, continue ton ménage, ce que tu as à faire. Surtout, ne te décentre pas ou ne pars pas, ne te désœuvre pas. Reste de ce que tu as à faire et laisse-toi inspirer de qu'est-ce qui peut se passer. Et en fait, à chaque fois, je me dis, tiens, y a pas quelqu'un qui m'avait dit quelque chose ou il y a pas une personne. À chaque fois, mais en fait, il faut pour permettre ça laisser une disponibilité en fait à la vie, de nous emmener là où elle veut en fait. Et c'est pour ça que cette phrase "la vie est faite de métamorphoses" nous montre aussi que on se doit. Et il y a il y a un livre aussi que j'ai lu de Pierre-Emmanuel Schmitt qui dit que il faut se laisser fondre dans l'onde de la vie. En fait, nous on n'est que résistance. On veut toujours ce qu'on imagine le mieux, mais en fait notre imagination elle est très on va dire réduite. On ne peut pas imaginer, on se connaît déjà pas assez et on ne connaît pas assez le monde pour savoir tout ce qui est bon pour nous. On essaye de voir. Mais si on se laisse imprégner par ce que la vie doit nous enseigner ou pour ce à quoi on est appelé, parce qu'on a tous un projet, et ben là, c'est une sorte d'abandon. Tout en étant actif, parce que l'abandon ne veut pas dire on fait rien, c'est deux choses différentes. Mais on laisse la vie faire et en fait, on se retrouve sur des chemins et voilà, pour revenir à certaines difficultés où je ne savais pas comment le lendemain j'allais et je me suis retrouvée sur des chemins où je me suis dit mais en fait j'ai rencontré des personnes que j'aurais jamais rencontrées. Sur le coup, c'était dur, mais après sur une vision sur un retour en arrière où j'avais plus de visibilité, je me disais mais heureusement que je me suis pas écroulée à ce moment-là. Qu'est-ce que derrière la montagne, il y avait un paysage encore magnifique. Mais il faut que ce ressort soit bien aiguisé et voilà. Après, il faut se mettre des outils en place et des choses et se connaître pour éviter que le ressort casse en fait, parce que voilà. Prendre soin de ce ressort. Voilà. Une deuxième question pour vous, Clotilde. Racontez-nous une valeur humaine qui vous rend heureuse. Je pense que c'est aider l'autre, regarder l'autre. Je pense que après il y a beaucoup de valeurs humaines. Bien sûr. Mais je pense que prendre l'autre comme il est, le regarder comme il est, et en fait, quand on regarde l'autre comme il est et on le prend comme il est, on rentre, ça y est, en relation. Et je pense que la chose la plus merveilleuse dans notre vie, c'est cette grande humanité qui est très riche, où chacun a des compétences différentes, chacun a des chemins de vie différents. Et moi, je me gorge en fait de l'histoire des autres parce que j'aimerais avoir plein de vies. On peut pas. Et puis c'est se perdre d'avoir trop de vie. Et grâce aux gens que je rencontre, je peux vivre leur voyage, soit leur voyage intérieur, soit leur vrai voyage d'avoir dépassé des frontières. Et ça, je trouve que finalement, c'est ce qui nous sauve. Et je pense, après, il n'y a pas qu'une solution, mais je pense que ça permet de dépasser... c'est presque inépuisable, en fait, cette façon de voir les choses. Et ça permet de dépasser énormément de souffrances. Je pense que la vie n'épargne personne.
Mais je pense que si on a toujours la possibilité de s'entourer de l'autre et d'écouter la souffrance de l'autre, même si on a une propre souffrance, le partage, de se dire, bah oui, moi j'ai ma souffrance aujourd'hui, voilà, du handicap, de la stérilité, quoi que ce soit, mais je vais m'accoler en fait à une autre personne qui vit les choses différemment. Eh bien, je pense que ça nous décentre. Et finalement, la vie, elle est beaucoup plus belle en regardant l'autre qu'en se regardant soi, parce que de toute façon, on pourra jamais se satisfaire. Donc c'est vain et c'est stérile. Donc je pense que c'est une qualité et en plus je pense que c'est la qualité qui m'a le plus touchée et qui m'a rendue éperdument amoureuse de mon mari la première fois que je l'ai vu. Je pense que c'est quelque chose qui et je le vois aujourd'hui dans notre histoire de couple. Je me dis quelquefois je me dis voilà comment ça se fait qu'on ait été aussi ça a été vraiment un vrai coup de foudre et pourquoi ce coup de foudre a perduré et fait que notre vie est quand même un coup de foudre aussi dans nos engagements. Et je crois que c'est ce rapport à l'autre qu'il a et ce regard qu'il pose à l'autre. Peu importe, il n'est pas du tout arrêté, Nicolas, sur les croyances de certains ou les conditions sociales de d'autres. Il est vraiment, il regarde l'autre vraiment avec amour et simplicité. Chaque personne pour lui est importante. D'accord. Et ça, je trouve que c'est fantastique. Donc en fait, nous, on a notre finitude qui nous arrête et on est toujours attiré plutôt par ce qui brille ou inconsciemment par des intérêts qu'on pourrait avoir. Alors que Nicolas, lui, il travaille. Il va gérer des personnes sur les chantiers et quand il me raconte à chaque fois les échanges qu'il peut avoir avec ces personnes, à l'époque il avait une société donc il faisait de la réinsertion et il passait des meilleurs temps je pense sur le chantier à faire des déjeuners avec eux ou une fois ça m'avait vraiment beaucoup touché. Il s'était retrouvé sur un chantier, il avait vu qu'il y en avait un qui était pas là. Il avait demandé à d'autres et l'autre lui ont dit, donc c'était un type qui était en réinsertion, donc dans une situation qui était à la base compliquée. Toute sa famille était en Afrique, lui c'était le seul à être là. Et ils lui ont, les autres gars de Nicolas lui ont dit, il est pas venu, sa femme est décédée. Et en fait, il avait pas vu sa femme depuis 2 ans. Et parce que il avait pas les moyens de revenir au pays. Et en fait, ce qui a été fantastique, moi je pense que c'est une histoire qui m'a le plus marqué. À l'époque, on avait 4 enfants. Nicolas est rentré le soir et il m'a dit, je suis assez émue quand j'en parle parce que je trouve que c'est des petites choses de la vie qui sont tellement simples et tellement, on se rend pas compte qu'une journée qui nous paraissait lambda peut devenir une journée fantastique. Et donc il me dit, en fait, je crois que j'ai passé la plus belle journée de ma vie. Donc il avait tout plaqué. Il a tout plaqué. Il s'est permis dans son emploi du temps. Ça, je trouve ça très fort aussi d'avoir cette liberté alors qu'il est chef d'entreprise, etc. Il s'est pris ce temps. Et il a foncé droit chez la personne. Donc il est rentré chez lui. Il a vécu cette intimité avec cette personne. Je trouve que pour un patron, c'est magnifique. Et il m'a dit, en fait, je me suis retrouvée dans un appartement très insalubre. Et il m'a dit, je vais passer l'après-midi à l'écouter, me remémorer tous les souvenirs de sa femme et de ses enfants, du pays dans lequel il habitait, de ses habitudes. Et donc, en fait, c'était assis en tailleur. Donc, Nicolas était en costard, etc. Lui, il était chez lui, il a ouvert à son patron. Il a eu la simplicité aussi d'accueillir son patron dans ça. Et quand il est revenu, là, moi, je me suis dit, bon, j'étais pris dans mon quotidien, les enfants étaient petits. Et là, franchement, mais ça fait au moins 15 ans que ça a eu lieu, cette histoire. Avec du recul, je me dis, mais ça, c'est des choses qui me font dire que j'ai énormément de chance de vivre avec un homme comme ça. Question numéro 3, Clotilde. Un événement qui vous a rendu particulièrement heureuse? Alors, il y en a plein. Et je pense que celui qui m'a rendu le plus heureuse, c'est la jeunesse, en fait, de toute notre histoire. Et qui a permis, après, en cascade, d'avoir eu plein d'autres joies. C'est la chose qui m'a rendue la plus heureuse, c'est le regard que Nicolas a pu poser sur moi la première fois. Et tout ce qui a enclenché du fait, tout ce qu'il a posé et tout ce qu'il a, on va dire, mis en route pour pouvoir m'épouser, partir dans un projet de vie vraiment ensemble. Et ça m'a particulièrement émue de voir à quel point j'étais l'élue, celle qui a été choisie, pas vraiment. C'est quelque chose qui m'a énormément ébranlée en fait. Et puis de voir ensuite
tout ce que ça a impliqué en fait, donc la folie dans l'amour, de se dire voilà, on peut déplacer des montagnes mais je l'aurais, la volonté de convaincre mes parents parce que moi j'étais extrêmement jeune et pour qu'on arrive à se marier, toutes les, on va dire qui est assez drôle aussi, toutes les façons à la fois très pragmatiques de se dire voilà, moi je vois une vie à deux, à plusieurs, lui, il avait déjà un travail, il avait déjà une stabilité. Donc voilà, ça fait partie de Nicolas. Nicolas a vraiment deux facettes, c'est-à-dire un côté très pragmatique parce qu'il est moitié allemand, et un côté ultra fantaisiste. Mais heureusement qu'il y a quand même le côté pragmatique, parce que la fantaisie, ça peut être drôle, mais à un moment plus du tout, quoi. Mais il y a un côté très fantaisiste et vraiment ancré puisqu'il est moitié pied noir. Donc c'est quand même une détonation, on va dire, la rencontre des deux. Parce que sa mère, en plus, est allemande, mais alors vraiment dans le côté très rigide et pas du tout fantaisiste, elle le dit elle-même. Et mon beau-père, que j'ai malheureusement pas eu la joie de connaître, mais on a beaucoup parlé, et c'est quelqu'un de ultra fantaisiste, ultra tourné vers l'autre, très travailleur aussi. Donc en fait, c'est le mélange des deux. Et voilà, ce qui m'a énormément rendue heureuse, c'est de voir voilà que j'avais du prix et qu'il me choisissait aussi pour des raisons qui étaient belles. C'était pas voilà, je suis tombée amoureuse de toi, ou c'était vraiment j'avais du prix, et il s'imaginait il me voyait aussi bien épouse que mère, donc ça me donnait moi d'un côté des ailes aussi dans mes responsabilités et dans la beauté de ce qu'il pouvait apporter. Donc ça, c'est vraiment la jeunesse, on va dire la première chose qui m'a rendue cette jeunesse, ce premier instant qui a construit votre couple. Ouais. Clotilde, quatrième question, dites-moi votre secret pour être heureuse. Alors il y en a beaucoup aussi, parce que il faut toujours rebondir sur plusieurs, en fait, Ouais. on va dire. Le plus important, celui qui vous le plus important, et ça c'est notre petite Marie qu'on a adoptée en premier, qui a aujourd'hui à 7 ans, donc ça fait 6 ans et demi qu'on l'a adoptée. Et ce que Marie m'a enseigné, c'est de vivre dans le présent, tout en étant dans la construction quand même du lendemain, s'il existe. Et ça, en fait, donc en fait, quand je dis que de vivre dans le présent, ça n'a rien à voir avec le carpe diem. Le carpe diem, c'est vraiment donc la jouissance, le fait de profiter jusqu'au bout parce qu'on a l'angoisse du lendemain, et puis cette angoisse qui oppresse de la mort. Alors que Marie m'a libérée justement de ces angoisses de mort, parce que finalement on maîtrise rien, m'a appris à rien maîtriser, à être dans l'abandon, qu'il était nécessaire de vivre dans le présent, de vivre ce qu'on avait à faire de bien au moment où il nous était donné. Et ça a quand même été quelque chose que j'ai beaucoup retravaillé avec Frédéric, notre dernier enfant qu'on vient d'adopter, c'est un petit garçon. Parce que, bon, Frédéric, c'est encore très différent, son handicap. Mais ça m'a, comme ça a été très compliqué au début, parce que c'est un enfant qui est beaucoup plus grand, c'est un enfant qui a tout ça, qui comprend tout, qui a beaucoup de souffrance, de fait, qui a beaucoup d'angoisse. Et bien, quand on faisait quelques pas en avant, il y a des moments, pendant un mois, par exemple, on avançait, puis en très peu de temps, tout d'un coup, hop, on repartait à la case départ. Et donc au début, c'est désespérant. Ça peut être désespérant. On peut se dire ah non, moi je vais pas recommencer, quoi. Et quand on se positionne en se disant attends, n'oublie pas qu'en fait on regarde aujourd'hui, et que demain, eh bien aujourd'hui c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, recherche ta patience, recherche un autre outil pour se mettre en lien avec lui, trouve un autre jeu, parce qu'il faut beaucoup passer par l'humour aussi. Fais en sorte, ou alors mets un petit dessin animé de pas très longtemps pour te recharger, décide d'aller voir une amie, ou voilà, trouve des petites solutions, mais sans en fait transposer. En fait, c'est l'avantage, voilà, de se gorger du présent, c'est de ne pas faire de transfert, c'est de ne pas se dire alors aujourd'hui c'est dur, toute ma vie ça va être dur. Oui. Ça c'est atroce en fait, parce que donc aujourd'hui c'est dur, bah demain on verra. Ne pas transformer un détail en une généralité. En fait, on se dit aujourd'hui c'est dur, aujourd'hui il pleut, ben alors pas forcément facilement demain il y aura beau temps, mais demain ça sera demain, et demain surtout j'aurai une autre énergie. J'aurai d'autres gens sur mon passage. J'aurai les autres enfants qui m'apporteront peut-être des idées. J'aurai une autre connivence avec mon mari qui fait que les choses seront différentes. Et ça, je trouve que c'est salvateur. Parce que, en fait, on avance. Et puis, quand on se couche, on se dit, ouais, aujourd'hui, c'était vraiment affreux. Ça peut arriver. Mais, on se laisse là. En fait, aussi, le fait de cristalliser sur le fait, ça sera toujours pas vrai. Quelque part, on écrit notre histoire horrible. Absolument. Alors que si on se dit, mais en fait, voilà, aujourd'hui c'était dur, eh ben laissons la possibilité que ça s'écrive autrement demain.
Et ça, je trouve que c'est assez fort. Mais après, voilà, moi, j'ai eu la chance de l'apprendre de Marie, d'abord, qui m'a dit qu'il fallait profiter. On ne sait pas aussi ce que sera fait demain. J'ai appris ça aussi par la fragilité de nos enfants. Donc, il fallait... en fait, on a tendance à trop projeter sur le futur. On est angoissé par le futur et à côté de ça, on vit pas dans le présent. Donc, on est angoissé par un futur qui, ça se trouve, n'existera pas. Et qui ne se passera pas forcément comme on l'imaginait. Et hop, je me lance. Dites-moi, Clotilde, quels sont vos 3 synonymes de bonheur? Alors, le premier qui me vient en premier, parce que je l'ai expérimenté justement depuis peu, c'est la patience. Et je pense que cette vertu, je vais appeler ça comme ça, elle est incroyable. Et je vais même aller plus loin, parce que je pense que si on accole le mot patience à plein d'adjectifs, tout a plus de saveur, en fait. Et je pense, en fait, c'est un peu on va dire le dénominateur de commun de beaucoup de choses. On peut faire plein de choses. Mais si on fait les mêmes choses avec patience, je pense qu'on se délègue de quelque chose de beaucoup plus important et on peut apporter aussi à la personne qui est à côté de nous que la patience, c'est merveilleux en fait, mais c'est très très dur. Hein. Mais c'est merveilleux parce que en fait, la personne qui est à côté de vous, ça ne l'attend pas. Ça, par exemple, si vous enseignez sans patience, c'est atroce. Si vous enseignez avec la patience, c'est beau. Si vous faites du ménage avec patience, ben vous vous délectez de ce que vous faites. Et en fait, la patience, je l'ai découvert avec Frédéric parce que c'était obligatoire. En fait, il était tellement nerveux, il voulait tout et rien, il savait même plus ce qu'il avait besoin pour se remplir affectivement. Il pouvait pas se contenir de quoi que ce soit parce qu'en fait, il avait un tel mal-être intérieur. Il avait déjà presque 3 ans qu'en fait, j'ai dû aiguiser ma patience, mais d'une force, parce que je me suis dit, sinon, je vais le bousiller, cet enfant, quoi. Et en plus, c'était en fin d'année, donc, j'étais quand même aussi fatiguée. Et en fait, j'ai appris à le regarder, à passer du temps, et je me rappelle qu'à un moment, j'étais tellement fatiguée que je me suis rendu compte que plus on est fatigué, en fait, plus la patience nous échappe. Et on fait tout mal. Alors que dès qu'on met de la patience, ben, en fait, les choses deviennent beaucoup plus belles, mais toutes les choses simples en fait. Si vous faites le repassage en étant sans patience, au bout d'un moment vous êtes tellement énervé que vous en faites un bouchon en fait. La patience, elle permet de même durer dans le temps, de regagner de l'énergie parce qu'en fait on joue pas sur les nerfs. Et je me rappelle que j'ai dû réapprendre cette patience parce que on était arrivé à un tel moment entre les démarches d'adoption, l'arrivée de Frédéric, la fin d'année, que ben forcément hein, on est humain et donc en fait tout était à flux tendu en fait. Et en fait, c'était super mauvais parce que je me rendais compte que finalement, plus rien ne m'apportait vraiment de bonheur. Et je me suis je me suis vue éplucher une pastèque en me disant, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais il faut que tu retrouves cette patience. Et en fait, je me suis reconnectée. J'ai senti le jus couler sur mes mains. J'ai pris plaisir à enlever les petits grains qui avaient une autre sensation que la pastèque elle-même. Parce qu'en fait, quand on a plus de patience, on coupe une pastèque, on se coupe soi-même. Et en fait, en étant patient, on se connecte à l'autre, si c'est une relation avec l'autre, on se connecte à ce qu'on est en train de faire. Et donc ça, j'ai trouvé que finalement, merci Frédéric, même si j'ai eu peur à des moments de y arriver ou pas, parce que je me sais très faible. Et j'ai été content qu'il me le réapprenne. Je pense qu'il y a eu un certain moment de ma vie, je savais qu'il le fallait. La vie a tellement tourné vite, en fait, ça a été vite, les adoptions, le livre, beaucoup de gens à rencontrer, etc. J'avais oublié ça. Et puis c'est vrai qu'aussi Marie-Garance m'avait oublié ça, parce que Marie-Garance est tellement vulnérable, disponible à l'autre, fragile, que en fait Marie-Garance, elle l'énerve jamais. Donc on croit qu'on est une super maman, mais en fait on n'est pas une super maman quand on s'appelle Marie-Garance, c'est qu'on est obligé, parce qu'elle n'est qu'amour. Donc, elle n'est que disponible à l'autre, et donc, il y a d'autres souffrances qu'on vit avec elle, bien sûr, de la voir quelquefois, bien sûr, diminuer comme ça, mais la relation à elle est très simple parce qu'on ne peut que l'aimer. Et elle va pas s'énerver en voiture, elle va pas nous couper la parole, elle va pas être agaçante quand on veut essayer de l'habiller et se débattre. Enfin, c'est des petites choses comme ça qui font que on oublie qu'il faut retravailler sa patience. On pense qu'elle est acquise. Parce que Marie-Garance, on se dit, oh là là, inconsciemment, on se dit, on déborde de patience pour s'en occuper, mais en fait pas. On n'a pas de mérite. Donc Frédéric m'a appris la patience. Et après... Maintenant, quand on le voit, Frédéric, je dirais que bravo, hein, la patience a des vertus, parce que j'ai été très touchée en le voyant tout à l'heure, combien c'est un enfant souriant, qui a envie de se connecter aux autres. On le sent ouvert. Alors ça, il a toujours été.
Et quand vous le décrivez en disant que c'était un enfant, on le sent pas du tout nerveux. Oui. Donc bravo, la patience, c'est vraiment de belles vertus. Belle vertu. Un autre synonyme de bonheur? Alors, bien sûr, c'est l'amour, même si c'est un terme très générique et on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Euh, Bien sûr, on meurt si on n'a pas d'amour. De toute façon, moi, je l'ai même vu sur mes enfants handicapés et adoptés, surtout, je dirais plutôt. À ce niveau-là, au niveau de l'adoption, l'amour est plus fort que des vitamines. On sait qu'un enfant, par exemple, qui n'a pas été aimé, mais qui a toutes les vitamines qu'il faut, ne peut ne pas grandir. Frédéric, il y a des troubles qu'il s'est créés, on est en train d'explorer, mais qui ne seraient sans doute pas dus du tout à une pathologie. Donc on voit la puissance de l'amour, comme on peut. Et puis, bien sûr, en se gorgeant des témoignages des uns et des autres. Par exemple, moi, Tim Guénard, ça m'a foudroyé son témoignage, puisqu'il a été foudroyé par une personne handicapée qui lui a mis juste l'index sur le torse en lui disant, toi, tu es gentil. Et donc on comprend dans l'histoire de Tim Guénard, moi c'est ce qui m'a énormément ému, c'est le déclic qui à un moment l'a fait basculer. Il était quand même dans une spirale descendante, plus que descendante on peut dire, de souffrance et de malamour en fait, qui fait que ça se dégradait dans sa vie personnelle. Et ce déclic-là, juste une personne qui a pu poser son regard sur lui en lui disant qu'il l'aimait en quelque sorte, l'a propulsé en fait en avant et a permis qu'aujourd'hui Tim Guénard est une personne incroyable qui aide les autres, qui a un couple, qui a des enfants, qui sait aimer en fait. Et l'amour pour toi, ça propulse? Ah mais oui, oui, sans amour on peut pas vivre clairement, si on prend la chose à l'absurde. Et avec amour, évidemment, et puis c'est ce que je vis dans mon quotidien. Quand les gens me disent comment vous faites, etc., on n'a aucun mérite. Puisque moi, déjà, je n'ai aucun mérite à aimer mes enfants puisque j'ai l'immense chance d'être aimée par mon mari. Donc ça, c'est sûr qu'après, on reproduit. Et puis ça nous regorge. On peut passer les moments difficiles. L'amour peut tout, en fait, on le sait. Et on l'expérimente quand on est face à des difficultés. Et puis aimer ces enfants-là, en plus, tout enfant, mais ces enfants qui sont fragiles et vulnérables, apportent aussi un tel amour et heureusement, parce que sinon on tiendrait pas toutes les difficultés du quotidien. Et Clotilde, votre troisième synonyme de bonheur? Alors le troisième, c'est peut-être particulier, mais c'est le pardon. Et ça aussi, je reviens toujours à la jeunesse de tout ce que j'ai un peu découvert, mais c'est aussi grâce à mes trois derniers petits qu'on a adoptés et qui sont handicapés. Et je suis passée par des moments de colère, on va dire, des gros moments de colère intérieure. Donc je les avais pas encore vraiment définis. C'est après, quand j'ai commencé à m'éteindre un petit peu, petit à petit, sans que personne s'en rende vraiment compte, mais il y avait quelque chose qui s'éteignait en moi. Je me suis rendu compte que sans la force du pardon et sans la possibilité de pardonner, alors encore une fois, c'est un mot qui est facile à dire, mais qui est extrêmement difficile. Surtout qu'un pardon, on le pose chaque jour, c'est pas réglé. Moi, j'aime bien les choses qui sont assez réglées. Et en fait, où on fait quelque chose, puis hop, c'est fait. Le pardon, en fait, il y a des jours où on peut être très disponible. Notre cœur peut être très disponible. Et là, on a quelque chose qui nous repique, une situation avec une personne qui nous repique. Et on se dit, bon, moi, je pardonne, ça y est, je passe à autre chose. Puis des jours qui sont plus douloureux, ça revient. Et là, ça reste bloqué dans la gorge et on n'y arrive pas. Mais sans ce pardon, en fait, on ne peut pas être heureux. Et en fait, j'ai compris, parce qu'au début, je trouvais que c'était absurde, le pardon. Je me disais, mais attendez, quelqu'un vous fait du mal, il faut pardonner en plus, c'est comme lui faire un chèque en blanc et lui dire merci. Et en fait, j'ai découvert que, en fait, c'est pratiquement égoïste de pardonner, parce qu'en fait, si on pardonne pas, on ne se sauve pas, et en fait, on s'éteint, c'est une enclume sur le cœur. Et ça, je le raconte ça va être trop long, donc je vous dis juste que je le raconte dans le livre petit à petit, où je fais un chapitre sur la colère, et je dis que c'est Marie qui m'a sauvée de ça. Personne ne s'en rendait compte, hein. Il y a que elle qui s'est rendu compte. Elle a refusé de manger. Elle me vomissait à la figure tout ce que je lui donnais, puisqu'elle voulait que je sois là, présent, planté dans l'instant. Elle voulait pas une aidante qui lui mette dans la bouche. Elle voulait que je sois là. Et je me suis mise à pleurer. Elle a réussi à me faire pleurer, et toute cette colère, en fait, que j'avais en moi, que j'ai sortie. Et je l'ai regardée et je lui ai dit, t'as raison, en fait, on va pas laisser ces personnes-là nous gâcher le lien qu'on a. J'étais attendue pendant tant d'années, ça faisait 8 ans que je rêvais de la serrer dans mes bras. On va pas se laisser polluer par des personnes trop violentes par rapport à c'était de la colère par rapport à des personnes qui n'acceptaient pas, en fait, nos choix et qui nous le reprochaient de façon très violente. Et c'est pour ça que je dis toujours avec beaucoup d'humour, le handicap, c'est une chose, mais c'est plus compliqué de gérer les gens face au handicap. Mmh. Et voilà. Donc une invitation à aller relire votre livre.
Ouais, le deuxième, petit à petit. Petit à petit. Et Clotilde, si nous résumons vos 3 synonymes de bonheur, c'est donc la patience, l'amour et le pardon. Voilà. La dernière question, Clotilde, dites-nous en 2 minutes ce que vous avez envie de proposer à tous nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux. Eh bien, je reprendrai, alors c'est très très rapide, pour moi 2 minutes c'est rapide, mais je reprendrai peut-être le début de ce que j'ai fourmillé, on va dire, avec vos questions, parce que rien n'était préparé. C'est de laisser l'onde de la vie fonctionner, de s'abandonner, mais dans le vrai abandon, c'est-à-dire pas dans la flemme, hein, et de s'abandonner et d'accepter en fait ce que la vie doit nous proposer sans résistance. Un immense merci, Clotilde, de ce merveilleux témoignage, du temps que nous avons passé ensemble. En votre compagnie, on ne peut pas faire autrement que d'avoir le cœur qui se dilate. J'aimerais terminer avec notre petite mousse comme nous le faisons chaque semaine et en fait celle que j'ai trouvée véritablement appropriée, et ça m'amuse et ça me fait sourire. C'est une phrase de Mère Teresa qui dit « La vie est une chance à saisir, une beauté à admirer, une béatitude à savourer. » Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de Bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.